Septième chapitre. À 6 heures du matin, il faisait encore frais. Les tiges rampantes et les feuilles mouillées assombrissaient le bas des jambes de pantalon des cueilleurs qui travaillaient dans les rangées avec leurs sacs de toile. Quelqu'un dit que c'était de l'insecticide, cette humidité, mais la plupart des cueilleurs savaient que les champs n'avaient pas été pulvérisés depuis plusieurs jours et que l'humidité était venue pendant la nuit. Leurs pantalons, les tiges et les feuilles seraient chauds, secs et poussiéreux d'ici 1 heure. Le soleil, qui ne les quitterait pas de la journée, était maintenant à l'est des champs, au-dessus du fouillis de saules qui longeait le cours d'un ruisseau, à 8 kilomètres de là où ils travaillaient. Ils avaient l'impression que le soleil n'était pas plus loin que ça. Larry Mendoza se tenait à côté d'un pick-up et comptait les silhouettes accroupies dans les rangées. Il les avait déjà comptées, mais il les compta encore une fois et trouva le même nombre. 12, y compris Nancy Chavez, et les autres qui venaient de Yuma. Dieu merci, ils étaient là. Mais ce n'est pas avec 12 ouvriers qu'il allait rentrer la récolte. Certains d'entre eux, comme ces 2 gamins 100% américains qu'il avait pu avoir parce que personne n'en voulait, n'avaient jamais cueilli de melons. Voyant l'un d'eux s'étirer dans son t-shirt blanc et rouler les épaules pour essayer de faire disparaître les courbatures dans son dos, il lui cria « Hé, c'est pas en restant debout qu'on cueille les melons !» Il traversa le fossé, entra dans le champ et s'approcha du t-shirt blanc sur lequel était écrit « Bronco Athletic Department ». Et dans un carré, le chiffre 12 en petits caractères. « J'étais en train de regarder combien j'en avais mis dans le sac », dit le gamin. « Tu le remplis, lui dit Larry Mendoza. Voilà combien tu dois y mettre. Et après tu te lèves. Je commence déjà à m'y faire, répondit le gamin. Un homme de couleur, qu'il avait engagé le matin même et qui travaillait dans la rangée voisine, s'était arrêté et les regardait. Mendoza lui demanda « Tu as besoin de quelque chose? Tu veux de l'aide, c'est ça ?» L'homme de couleur ne répondit pas. Il se retourna, s'accroupit et se remit au travail. Lui, au moins, avait déjà cueilli. Pas des melons, mais il avait cueilli, et il savait ce qu'il faisait. Le gamin américain, avec ses bras et ses épaules musclées, ses jambes de pantalon coupées et ses chaussures de tennis, ne devait pas savoir cueillir une pâquerette. Celui-ci, Mendoza sortit un melon du sac du gamin, n'est pas prêt. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu cueilles ceux qui sont mûrs. Tu dégages les autres de la terre, mais tu ne les tournes pas pour que le soleil tape sur le dessous. Tu les dégages, simplement. C'est ce que j'ai fait, répondit le gamin. Ceux qui ne sont pas prêts, on revient les chercher après. J'ai cru qu'il était mûr. Le gamin américain s'accroupit pour poser le melon sur les feuilles. Larry Mendoza ferma les yeux, les ouvrit, ajusta le bord en pointe de son chapeau de paille et demanda « Tu vas le remettre sur la tige, l'attacher dessus? Une fois qu'il est cueilli, il reste cueilli. Il faut que tu le gardes. Tu as compris ?»« Ouais, sûr, » répondit le gamin. « Sûr. Comment tu fais pour dégoter des gars comme ça ?» se demanda-t-il en s'éloignant du gamin, qui tiendrait peut-être jusqu'à la fin de la journée, mais ne reviendrait certainement pas demain. Comme il retournait vers le chemin, son regard s'arrêta sur un autre bronco d'Edna, un gamin aux cheveux blonds et aux épaules musclées. Il lui cria « Hé, blondinet, où tu te crois? À l'église? Reste pas, à genoux, ou reste pas du tout, je prendrai quelqu'un d'autre. » Merde, il les payait pas $1,40 de l'heure pour se reposer. Il lui cria encore « Tu entends? Je prendrai quelqu'un d'autre. » Comme si c'était facile, dit Nancy Chavez. Elle se dirigeait vers la remorque avec un sac plein de melons accroché à son épaule. Jolie fille, mince mais l'air costaud, un foulard foncé dans les cheveux et de petites boucles d'oreilles en perles. « Il faudra peut-être que j'aille au Mexique, » dit Mendoza. « Merde, y a plus personne qui vient travailler. Et parmi ceux que j'ai trouvés, il y en a qui savent pas comment s'y prendre. »« Apprenez-leur, » dit Nancy Chavez. « Il a bien fallu que quelqu'un vous apprenne. Ouais, quand j'avais 8 ans. » Il s'approcha du pick-up et monta. « Et maintenant, faut que j'aille dire ça à Vincent. Y a pas assez de soucis comme ça. Dites-lui qu'on y arrivera, dit la fille. On arrivera bien à se débrouiller. » Majestic poussa la porte grillagée de sa maison et se tint sur le porche. Quand il vit le pick-up venir vers lui, il descendit sur le chemin. Larry Mendoza changea de place et Majestic se mit au volant. « Vous avez bien dormi ?»« Trop longtemps. »« Vous en aviez besoin. » Majestic fit tourner le pick-up.
Tandis qu'il repartait vers le champ où les ouvriers travaillaient et qui était maintenant sur leur droite, Mendoza dit à Majestic « J'ai encore essayé ce matin, et c'est la même chose. Personne veut travailler pour nous. J'ai parlé à Julio Tamaz et à d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Julio me dit « Mon vieux, j'ai pas d'équipe pour toi. Voilà tout. » Il peut en avoir autant qu'il veut, dit Majestic. Je sais bien. Il refuse des gars, il dit qu'ils valent rien. Je les engage, et je m'aperçois qu'il a raison. Quand ils s'approchèrent de la remorque qui était toute seule sur le bord du chemin, Mendoza vit la fille au foulard sombre et aux boucles d'oreilles en perles sortir à nouveau du champ avec un sac de melons. Il regarda à Majestic et vit qu'il observait la fille. « Celle-là, dit Mendoza, Nancy Chavez. Si elle n'était pas là, on n'aurait pas un seul bon ouvrier. Elle a encore d'autres amis qui sont venus de Yuma en voiture. Elle cueille mieux que 2 hommes. Mais il nous faudra vite une équipe complète, autrement on n'y arrivera pas. » Mendoza descendit près de la remorque. Il claqua la portière et dit par la fenêtre « J'espère que vous aurez plus de chance que moi. J'apprendrai au moins ce qui se passe, » dit Majestic. Il voyait la fille près de la remorque, en train de vider son sac de melons. Elle était encore là, c'était déjà beaucoup. Elle ne le connaissait pas, elle ne lui devait rien, mais elle était encore là. Appuyé contre l'aile de la camionnette des services de voirie de l'État, Harold Ritchie tenait à ses yeux une paire de jumelles. Il regardait, de l'autre côté de la route, et d'une partie d'un champ de melons, la colonne de poussière dans le sillage du pick-up jaune de Majestic, qui roulait sur le chemin en direction de la route. « C'est peut-être lui maintenant, » dit Ritchie. « Bouge pas. » Il s'adressait à un autre adjoint qui était dans une cabane à outils, à côté d'un émetteur-récepteur branché sur la fréquence de la police. Il faisait une chaleur à crever dans la cabane, dont la porte était ouverte, pour que l'adjoint ait un peu d'air. La cabane n'avait pas été conçue pour que des gens s'y assoient, mais il n'avait pas trouvé mieux. À côté de la cabane, il y avait un groupe électrogène, un bidon de goudron, du matériel de nivellement, un tas de gravier, WC transportable qui avait l'air d'une cabine téléphonique de forme arrondi et sans fenêtre, des barrières en bois et des lanternes, ainsi qu'un panneau sur lequel on pouvait lire « Route en construction, 150 mètres », bien qu'il ne se passât rien. Il n'y avait là que 2 personnes, Ritchie et l'adjoint qui s'occupait de la radio, tous 2 en bleu de travail. « Ouais, c'est lui », dit Ritchie en baissant les jumelles et en regardant le pick-up de Majestic émerger du chemin sans s'arrêter, tourner et s'engager sur la route. « Merde, je pourrais l'arrêter pour ça, » dit Ritchie. « Préviens-les qu'il vient de sortir au volant de son véhicule, un pick-up jaune à 4 roues motrices, et qu'il roule en direction d'Edna. Je vais le suivre. » Ritchie se mit au volant de la camionnette des services de voirie et suivit Majestic. Majestic s'arrêta. De l'autre côté de la route se trouvait le car scolaire peint en bleu, le camion à ridelles et les vieux clous que les saisonniers viendraient reprendre en fin de journée. Dans le silence, le bruit du jukebox était audible de la route. Tammy Wynette, sur un fond musical nasillard, style Nashville, racontait qu'elle était amoureuse d'un garçon qui en aimait une autre. Majestic suivit le son de la musique jusqu'au bistrot et venait d'ouvrir la porte à moustiquaire quand la camionnette des services de voirie ralentit au croisement de la jonction et s'approcha lentement. Il adressa un petit signe de main à la camionnette et entra. Une serveuse servait leur petit déjeuner à Julio Tamaz et un autre embaucheur chicano, assis à une table. Ils étaient les seuls clients dans la salle. Une autre femme, qui portait un tablier blanc plein de taches, balayait le sol en déplaçant les chaises et les faisant cogner contre les tables en formica. Les 2 hommes ne levèrent pas les yeux quand Majestic s'approcha d'eux. Ils étaient très occupés à saupoudrer du sel et du poivre, à verser de la crème et du sucre. Julio aspergeait ses œufs sur le plat de sauce brune Lee & Perrins. Julio, celui-ci leva alors les yeux avec l'expression de surprise qu'il avait préparée pendant que Majestic s'approchait. « Tiens, salut Vincent. Alors ils t'ont relâché, hein? Tant mieux. » Majestic attira une chaise, mais ne s'assit pas. Il resta debout, les mains sur le dossier, comme s'il avait changé d'avis. « Comment ça se fait que je ne peux pas engager une équipe? »« T'étais pas là, t'étais en tôle. Pas Larry Mendoza, ça fait 2 matins que tu lui dis non. Comment ça se fait? À cette époque de l'année, j'ai trop de demandes, je peux pas fournir. » Il piqua les œufs avec sa fourchette et le jaune coula, se mêlant au brun de la sauce.
Il y a d'autres gens qui ont aussi besoin d'équipe. Ils m'ont demandé les premiers. Très bien, dit Majestic. Je te demande tout de suite 30 personnes pour demain matin. 1,40 $. Julio, occupé par ses œufs, ne leva pas les yeux. Mes équipes sont retenues pendant plus d'une semaine. Tu arrives trop tard, Vincent, c'est tout. Majestic le regarda commencer à manger ses œufs avant de reporter son attention sur l'autre homme assis à la table. Il était en train de terminer et essuyait avec un bout de toast le jaune d'œuf qui restait dans son assiette. « Et vous ?» lui demanda Majestic. « Vous pouvez me fournir une équipe, moi ?» Son ton exprimait la même impuissance que celui de Julio. « Peut-être dans 10 jours, répondit l'embaucheur. « Mais je peux rien vous promettre. Dans 10 jours, ma récolte sera perdue. Comme Julio l'a dit, d'autres gens ont demandé d'abord. On n'y peut rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Du chantage. Vous voulez plus d'argent ou quoi? C'est pas une question d'argent, Vincent. » La voix de Julio exprimait non seulement l'impuissance, mais aussi la tristesse. Comment on pourrait te fournir des gens si on n'en a pas? Majestic écarta un peu plus la chaise de la table. Cette fois, il s'assit et s'appuya sur ses bras posés au bord de la table. Il dit calmement « Julio, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, j'ai trop de boulot. Tu irais chercher des gars au Mexique s'il le fallait. Allez, dis-le, il y a quelqu'un qui t'a payé, t'a menacé, hein? Dis-le-moi. » Écoute, fit Julio plus bas, d'un ton crispé, faut que je travaille pour gagner ma vie, et je pourrais pas le faire sur un putain de lit d'hôpital. Tu comprends? Je commence à comprendre, mais tu pourrais quand même m'aider. Moi, je dis plus rien. J'en ai assez comme ça. Pendant un moment, Majestic le regarda fixement. Finalement, il dit « Très bien », se leva et s'éloigna de la table. Julio lui lança « Hé, Vincent, à la saison prochaine, hein ?» L'embaucheur, qui était assis à la même table et qui mangeait son bout de toast, lui dit « S'il est encore là ». Quand il sortit du café et se retrouva en pleine lumière, il eut conscience de la présence de la camionnette des services de voirie garée de l'autre côté de la rue et de l'adjoint, assis à l'avant, qui le regardait. « Dis-lui que tu rentres chez toi, » songeait Majestic, « ça le tranquillisera. » Il se dirigeait vers la rue, en passant entre l'arrière du car scolaire et le camion à ridelle quand une voix l'arrêta. « Vous cherchez une équipe ?» C'est alors qu'il vit Bobby Copas appuyé contre une voiture, les bras croisés, apparemment sa pose favorite, vêtu d'une chemise moulante, bleu lavande, son visage mince et osseux caché par les lunettes de soleil et la moustache de bandit mexicain. La voiture, une Oldsmobile 98, était arrêtée au bord du trottoir devant le car scolaire. Il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur, un homme aux épaules larges, assis au volant. « Si vous cherchez des cueilleurs, je pourrais peut-être vous fournir des ivrognes. » Copas se redressa et décroisa les bras tandis que Majestic se dirigeait vers lui, puis ajouta « Vous me touchez, mec, et vous êtes de retour en prison avant midi. » Majestic s'arrêta, assez près pour le toucher, et le regarda fixement. Ce serait si facile d'empoigner le devant de cette jolie chemise et de cogner sur Copas. Non seulement facile, mais un vrai plaisir. Seulement l'adjoint se trouvait de l'autre côté de la rue, et Majestic n'avait pas besoin de le regarder pour savoir qu'il les observait. Il se demanda si Copas savait que l'homme assis dans la camionnette des services de voirie était un flic. « Vous avez retiré votre plainte, » dit Majestic. « Pourquoi? Vous voulez essayer de me revaloir ça vous-même? Je vous rends service, merde, après que vous m'ayez pratiquement cassé le nez, et vous croyez que je veux faire un mauvais coup. » Copas lui adressa l'ébauche d'un sourire. « Non, mec, je me conduis en bon voisin, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez dit à Julio Tamaz et aux autres embaucheurs? Vous les avez soudoyés ou menacés? Comment vous avez fait? » L'ombre d'un sourire était toujours là, quand Copas répondit « Oh, mais j'espère que personne n'est allé raconter des histoires sur moi, me donner mauvaise réputation. Ils n'ont pas dit que c'était vous. C'est moi qui le dis. Pourquoi je ferais un truc comme ça? Pour que je perde ma récolte. » « Je crois que vous y voyez pas très clair, » dit Copas. « Vous avez les idées embrouillées. Vous êtes là, dans un sérieux pétrin, et la seule chose qui vous tracasse, c'est votre petite récolte de melons minables. »« Vous avez parlé à quelqu'un, » dit Majestic. « Ah bon, qui ça ?» fit Copas avec un grand sourire. Copas se raidit et le sourire disparut. « Vous savez, je plaisante pas. Si vous faites seulement un geste, mec, vous êtes de retour en prison. Vous travaillez pour lui. Qui ça? »
C'est lui qui vous a fait retirer votre plainte. Je crois que j'en ai assez de vous parler, dit Copas. Il s'approcha de la portière de la voiture, l'ouvrit puis regarda à nouveau Majestic. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quelqu'un va vous faire regretter d'être né. Et je serai là pour voir ça. L'Oldsmobile démarra quand Copas fut monté et claqua la portière. Majestic entrevit le profil du conducteur qui regardait Copas en lui disant quelque chose et pendant un instant, il se dit qu'il connaissait cet homme ou l'avait déjà vu. Mais la voiture s'éloignait et il était trop tard pour s'en assurer en le regardant plus attentivement. De larges épaules et des cheveux bouclés. C'était peut-être un des gars qui était avec Copas la semaine dernière quand tout avait commencé ou quelqu'un d'autre. C'était une autre voiture. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Les gens dont il avait à se préoccuper étaient déjà assez nombreux sans en rajouter d'autres. Des visages dont il fallait se souvenir. Celui de Frank Renda. Renda lui disant qu'il allait le tuer. Maintenant Copas et Renda. Il avait déjà mis la machine en route. Il ne perdait pas de temps. Il avait trouvé Copas et l'avait engagé. Ça, c'était évident. Maintenant, il commençait à le harceler. Il lui faisait savoir qu'ils arrivaient. Il lui donnait une raison de ne pas fermer l'œil de la nuit. Il songea à le dire à l'adjoint dans la camionnette des services de voirie, lui dire de les suivre vite avant qu'il ne tourne quelque part sur une petite route transversale. Peut-être le mènerait-il à Renda, mais Renda n'avait aucune raison de se cacher. Il était libre. Et le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il les arrête? Pour quelle raison? Non, ce qui doit se passer se passera, se dit Majestic. Alors rentre chez toi et cueille tes melons.